Merde. Oh putain, j'ai lancé. J'ai pas fait exprès. Putain. Salut. Ça va bien? Ça va? Ouais? C'est bon? En place? Quel acteur. Salut tout le monde et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur la chaîne des rebuts du catch pour la review du journal. La review du journal, ouais bien sûr. La review du D1 Climax, le journal du D1. Les reviews jour par jour du D1 Climax 29. Et oui, on est déjà au D1 Climax 29, le D1 de 2019. Et ouais, 29, 2019, ça rime. J'espère que vous aimez ce genre d'intro. Je vais essayer de vous surprendre cette année, voilà. Essayer de vous faire des petites intros un peu incroyables. On va essayer d'aller hyper vite sur l'intro pour pas dire trop de conneries. Vous voyez, nouveau overlay quand même. On applaudit ça, on applaudit Minou. Minou, voilà, on le dit souvent, ouais, Cody, on te voit beaucoup sur la chaîne, oui, oui, d'accord, c'est vrai, mais Minou est très importante dans la chaîne des rebuts du catch, vous le voyez, elle nous a fait un super overlay, j'en profite, c'est la miniature, la nouvelle miniature des journaux du D1, mais j'en profite pour m'incruster dedans pour l'intro, voilà, comme ce que je faisais, enfin, comme ce que je fais avec l'intro du journal d'un rebut. Donc voilà, en tout cas, merci à tous d'être là, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un très bon D1 Climax, en tout cas, moi, pour le moment, tout se passe bien. Voilà, on a eu une excellente journée 3 et une journée un peu moins bonne au niveau de la 4, mais on va la détailler bien entendu. N'hésitez pas, si vous aimez ces reviews, à partager un maximum, à laisser un petit like parce que c'est important. Puis n'hésitez pas également à dire ce que vous en avez pensé de cette journée du G1, que ça soit sur Twitter ou bien entendu sur les commentaires YouTube. Voilà. Facile. Surtout n'hésitez pas également à partager comme je vous l'ai dit. C'est très important, on est une toute petite chaîne donc voilà. C'est important de partager, n'oubliez jamais. Bon, allez c'est parti, on enchaîne directement. Boum. Nouvelle overlay. Waouh. Minou a travaillé très fort pour cet overlay. Donc du coup on va parler de la journée du 14 juillet. C'était la journée de hier, hein. J'enregistre le 15 juillet. Vous verrez la vidéo le 15 juillet si vous la voyez directement quand elle est sortie. Ouais, la journée du 14 juillet, c'était la journée du bloc A, la deuxième journée du bloc A. Voilà, ça se lance tranquillement le D1 Climax. On avait eu une première journée du bloc A aux États-Unis, à Dallas, hein, voilà. Et là, on a donc la première journée du bloc A au Japon. Et donc, c'était assez important de voir qu'il y a quand même une bonne différence niveau ambiance et niveau popularité des catcheurs. Hein. C'est pas les mêmes catcheurs vraiment qui sont plus ou moins chirés. Bon, Okada Tanahashi, ça reste des stars mondiales, donc eux, ils sont tirés un peu partout. Mais voilà, il y a certains catcheurs, par exemple, je trouve que quelqu'un comme Lance Archer a eu une grosse ovation. Mais je vais revenir là-dessus. Allez, et en parlant de Lance Archer, on enchaîne tout de suite avec son match contre Bad Luck Fale. Lance Archer qui avait 2 points quand il y a eu ce match-là. Bad Luck Fale qui avait également 2 points. Et donc du coup, le début du combat commence avec un spear de Archer directement qui envoie les deux hommes directement à l'extérieur. Voilà, les deux hommes s'envoient à l'extérieur. C'est une affiche qui est très intéressante sur le papier au point de vue des gabarits. C'est peut-être c'est les plus gros gabarits de la structure, c'est les plus gros gabarits qui sont dans le D1 Climax et clairement je pense que c'est les seuls qui ont un gabarit aussi impressionnant on va dire. Donc voilà, donc c'était assez intéressant de voir ce face à face là, le face à face des monstres hein, un peu de la NJPW. Comme on s'en doutait, c'est pas un match qui est extrêmement incroyable niveau in-ring, voilà, on s'en doutait, ils allaient pas faire des moves de ouf. Même si je reviendrai, mais Lance Archer m'a quand même bien impressionné sur certains moves. Mais voilà, on a eu une bonne bagarre. C'était une bonne brawl. Je trouve que ça s'est bien passé. Et ce qui est cool, c'est que ça n'a pas duré trop longtemps. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Bien entendu, il y a eu des interventions de Jado. Archer qui a pris la place de Face. Carrément, il a eu du cheer Archer, Lance Archer. Alors que t'as pratiquement pas plus heal que lui dans la structure. Voilà, c'est l'un des top heal de la structure. Là, voilà, il a été applaudi, il a été tiré par les fans japonais. Donc c'était vraiment assez intéressant de voir ce point de vue là de Lance Archer qui est plutôt un bon face du coup. C'est j'étais assez sur le cul quand j'ai vu ça. Et bien entendu, voilà, Jado qui accompagnait Bad Luck Fale, un membre du Bullet Club, qui intervient. Voilà, il y a une intervention au moment de Jado qui est contrée par Archer. Et après, il y a un bounce qui est assez impressionnant de Lance Archer sur comment dire, Bad Luck Fale. Le bounce, c'est tout simplement le coup de footballeur américain. Voilà, le paf, le défonçage de tronche. Derrière, il y a eu un Shockzem plus un Nearfall.
Donc voilà, il y a quand même des gros nearfall hein, dans ce match. Et pour finir, enfin, Lance Archer qui utilise son écrasement de la tête comme ça. Et pour faire encore une fois ne pas abandonner hein, l'ami Bad Luck Fale, mais il le bloque comme ça au sol. Et du coup, il peut pas se dégager. Victoire 1, 2, 3. Franchement, j'ai trouvé que c'était une belle victoire de la part de Lance Archer. Il y a eu, comme je vous l'ai dit, des beaux moves. Je me souviens d'un crossbody de Lance Archer qui était quand même assez impressionnant. Et ça me confirme dans ce que je vous avais dit lors de la première journée. Je vois clairement un bon run solo de la part de Lance Archer. Et je vois, ouais, comme je vous l'ai dit, pourquoi pas Lance Archer prendre le titre même à Jon Moxley, le titre US. Je le vois vraiment bien, champion US, ou pourquoi pas même une rivalité avec Ishii. Bon, là, le problème, c'est que les deux mecs que je viens de citer, ils sont dans le groupe B. Mais bon, pour plus tard, pourquoi pas pour Wrestle Kingdom, hein, si, pour Jon Moxley, bon, logiquement, il doit plus catcher chez NJPW quand il y aura les weekly de All Elite Wrestling. Mais bon, peut-être qu'il y aura un partenariat, un truc. Hein, on sait, voilà, ça peut aller très très vite dans le catch. Donc voilà, plutôt un bon match. Encore une fois, je suis vraiment pas trop fan de Bad Luck Fale, mais il a fait le taf, je trouve. Il a fait ce qu'on attendait de lui, hein, tout simplement. Et puis Archer, voilà, Archer, hein, je trouve que c'est un très bon big man. Je suis pas un grand fan des big men, mais là, franchement, voilà, ça fait partie enfin, pour moi, c'est mon big man préféré actuellement dans le catch. Donc voilà, c'est vraiment très très sympa quand même. Bon, c'est pas un match à voir non plus, hein, voilà, faut pas exagérer. Mais voilà, victoire de Archer qui a 4 points, il fallait qu'il y a 2 points. Ensuite, on enchaîne avec un match que j'attendais énormément, à savoir Will Ospreay qui a 0 points. Hein, Will Ospreay qui avait perdu son premier match contre Lance Archer. Et Sanada qui avait lui 2 points. Voilà, 2 points parce qu'il avait gagné son match contre Zack Sabre Jr. Début de match, comme on s'en doutait, incroyablement cool. Ça bouge dans tous les sens. Voilà, c'est du Sanada, c'est du Will Ospreay. Personnellement, j'adore les deux mecs. Hein, voilà, c'est vraiment mes catcheurs préférés. Point de vue chez NJPW avec Zack Sabre Jr. par exemple. Et Okada, ça fait partie des catcheurs que je kiffe tout le temps. Et j'ai rarement vu un mauvais match de ces quatre-là. C'est un match qui est très très 50-50, très équilibré, donc ça fait plaisir. Il y a Sanada qui arrive en tout début de match, il arrive à porter le Paradise Lock, hein, la prise que Milano Collection, une des grandes stars du Japon qui commande pour le broadcast japonais, le Paradise Lock, c'était le finish de l'un des grosses prises de Milano Collection, pardon, qui est une prise de soumission. Voilà, si vous suivez la NJPW, vous devez la connaître. Et donc, il fait cette prise-là, et Ospreay, il arrive à se dégager. Alors, c'est la première fois, il fait un saut de tête, et du coup, ça permet de se dégager. Bon, c'est une prise qui est un peu bidon, hein, faut l'avouer, mais ça reste quand même assez cool. Le public a bien popé, parce que généralement, personne se dégage de cette prise, donc ça, c'était assez cool. Sanada, il a compris le délire, il fait la même prise, mais dans les cordes cette fois-ci. Et du coup, Will Ospreay, il peut pas se dégager cette fois-ci, et puis, il lui met le coup de pied dans le cul qui fait que Will Ospreay peut se dégager. On a eu plein d'enchaînements plutôt cool. Il y a eu voilà, j'ai pas noté tous les moves, vous le savez, je suis pas dans ce délire là de faire du move par move tout le temps, parce que déjà ça prend énormément de temps et j'essaye d'aller au plus vite pour vous dire ce que j'ai pensé du match, surtout plus que vous décrire l'action, parce que l'action vous la connaissez, je pense que vous avez vu le match. Si vous regardez la review et si vous avez pas vu le match, mon objectif c'est de vous donner envie. Donc voilà, c'est un match qui est hyper plaisant à regarder du début à la fin. Voilà, c'est vraiment très très cool. Un des gros moves que je m'en souviens, que j'ai noté, c'est un Stormbreaker, donc le finish de Will Ospreay qui est contré en Dragon Sleeper, le finish de Sanada, suivi derrière il y a un Moonsault. Donc en fait il y a le Stormbreaker contré, il fait le Dragon Sleeper, il évanouit un peu Will Ospreay, et on sait que Sanada est un des élèves de Keiji qui est un des rois du Moonsault au Japon. Sanada s'obstine la tronche à vouloir finir ses matchs avec le Moonsault, alors que des fois il a le match en main avec le Dragon Sleeper, mais il veut tout le temps finir avec le Moonsault. C'est un peu toute l'histoire de Sanada pour le moment, pardon. Et donc il fait son Moonsault qui est contré, je crois que si je dis pas de conneries, l'ami Will Ospreay roule, et derrière en projection dans les cordes, Spanish Fly, Near Fall, et je crois qu'il enchaîne directement avec un House Cutter plus Stormbreaker de la part de Will Ospreay pour la victoire de Will Ospreay. Encore une fois, Sanada qui perd parce qu'il veut trop en faire encore avec ce putain de Moonsault.
Sanada, si tu faisais pas ce moonsault, tu serais champion, mec. Arrête. Voilà. C'est un peu toute l'histoire de ce personnage qu'est Sanada. Il veut tout le temps rendre hommage à son mentor. Et ça, pour le coup, je trouve ça plutôt sympa. Un super match à voir. Voilà, c'est clairement un très très bon match à voir. Encore une fois, je lui ai mis une note assez élevée. Je vous dis pas la note parce que vous le savez, c'est pas dans mon délire. Hein. C'est des notes que je garde pour moi. C'est pour mon classement. Après, si vous voulez que je vous donne mes notes, faites-moi signe. Dites-moi si j'aimerais bien savoir tes notes. Je vous mettrai tout ça sur Twitter si ça vous intéresse. Mais bon, voilà, je suis pas trop note. J'aime pas trop ça, mais je le fais, c'est plus facile pour moi. Donc voilà, c'est un match que j'ai vraiment adoré. C'est à voir si vous l'avez pas vu, clairement. Et ça fait partie des 4 matchs sur 5 qui sont à voir, tout simplement. Dans cette journée, parce qu'on a eu vraiment une grosse journée. Voilà, un très très bon match. Ospreay contre Sanada. Du coup, c'est Ospreay qui a 2 points et Sanada qui a 2 points. Petite info subsidiaire, on a appris aujourd'hui, donc le 15, que Ospreay se serait blessé pendant ce match-là. Du coup, il a pas fait son match par équipe que tous les mecs qui sont dans le groupe opposé au groupe qui catch dans une journée. Ils ont un match par équipe. Lui, il a pas fait son match par équipe. Voilà. Parce qu'il était blessé, il pouvait pas catcher. On va voir. On espère qu'il sera là pour le 18, la prochaine journée. Parce que, excusez-moi, encore un rototo. Parce que tout simplement, c'est contre un match contre Kota Ibushi. Et donc, on a envie de le voir, cette revanche. On a envie de le voir. Je ne pense pas que c'est du storyline. Je ne pense pas. Je pense que c'est vraiment voilà, une blessure de fatigue peut-être. J'espère que c'est pas trop grave. Après, ça peut être une storyline pour aussi dire bon, voilà, on le met de côté. Comme ça, bon, il perd, mais il sera pas trop mis dépêché, on va dire, Will Ospreay. Parce que déjà, il va perdre contre Kota Ibushi. C'est pas. Voilà. Hein, c'est quand même quelqu'un. Et en plus de ça, voilà, il est blessé. Donc, ça aide aussi au fait qu'il ait perdu. Donc, je sais pas trop. Je pense pas que la NJPW fait ce genre de truc. Je pense que s'il est vraiment blessé, qu'il peut pas catcher, voilà, c'est pas du work. Je ne pense pas. Mais bon, voilà, dans le catch, faut toujours être prudent. Je vous l'ai dit, je ne jamais croire des catcheurs. On sait jamais si ça peut être du work ou pas. Bon, on verra bien. En espérant juste que c'est pas trop grave si c'est pas worké. Et voilà, en espérant le revoir contre Kota Ibushi le 18 juillet au Korakuen Hall. S'il y a ce match, c'est le main event et ça risque d'être assez incroyable. On enchaîne ensuite avec le troisième match de cette journée 3 du D1 Climax avec Kazuchika Okada contre Zack Sabre Jr. Okada qui avait 2 points, qui avait gagné son match contre Hiroshi Tanahashi, Zack Sabre qui avait perdu contre Sanada, et donc il avait 0 points. Hop, je descends un peu mon dossier. Okada de retour à ses couleurs habituelles. Ça m'a fait plaisir, tant mieux. De retour en jaune-violet, voilà, moi je préfère. Parce qu'en noir et blanc, en noir, blanc, rouge, j'avais trop l'impression que c'était le pote à Tanahashi en fait. Voilà, ça me perturbait un peu, mais bon, c'est un petit détail. Mais je trouve ça bien, voilà, qu'il est de retour dans ses couleurs habituelles. Mais bon, peut-être qu'on reverra cette outfit noir, blanc, rouge de la part d'Okada. Bon, c'est pas non plus extrêmement choquant. Hein. Donc voilà. Début de match très très cool, encore une fois, avec du énorme Shane Wrestling de la part de Zack Sabre Jr. C'est l'un des spécialistes du genre dans le catch mondial. Il est incroyable. Moi j'adore Zack Sabre Jr. Clairement, c'est comme je vous l'ai dit, hein, ça fait partie de mes 4 catcheurs préférés avec Okada, Ospreay et puis Sanada. Voilà, j'adore ces 4 mecs. Et donc, voilà, Zack Sabre, j'adore. J'avais adoré déjà les confrontations qu'il y a eu entre Okada et Zack Sabre Jr. On sait que Zack Sabre Jr. a gagné contre Okada chez Rev Pro. Hein, donc voilà, on sait que Zack Sabre a possibilité de gagner contre Okada. Hein. C'était pas dit avant ce match-là que Okada allait gagner. Malgré ça, Okada a quand même gagné. Mais si vous aimez tout ce qui est chain wrestling, construction de match hyper intelligente, du putain de storytelling, vous allez surkiffer. J'ai pas besoin de vous en dire plus. C'est un combat à voir à tout prix, encore une fois. Personnellement, j'adore. C'est un style de combat qui est totalement différent que le match qu'on a vu avant, qui était beaucoup plus sur le côté vitesse, flying, tout ça, des gros moves. Là, il y a également des gros spots et tout, mais voilà.
C'est du Zack Sabre, c'est du Okada, on sent l'intelligence dans le ring et ça fait plaisir. En fin de match, vous vous en doutez, il y a plein de comptes dans tous les sens et ça j'adore les fins comme ça là où c'est explosé partout, ça tac 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 tac, c'est voilà, moi c'est ce que je kiffe, un des trucs que je kiffe le plus du côté de chez NJPW, c'est ça. Et en fin de match, il y a Zack Sabre Jr. qui contre le Spinning P-Driver. Alors, on sait que le Spinning P-Driver, c'est le P-Driver où Okada tourne. Hein, voilà, généralement il fait ça juste avant de faire le Rainmaker. Et là, il y a Zack Sabre qui contre le Spinning P-Driver. Okada qui arrive tout de même à porter son Rainmaker. Donc il contre, mais il arrive à le replacer en Rainmaker. Et là, boum, voilà, Rainmaker, victoire. Mais vraiment un excellent combat à voir. Ne passez pas à côté de ce combat. Voilà, c'était vraiment très très bien. Victoire de Okada, du coup 4 points. Et Zack Sabre Jr. qui a pour le moment 0 points. Mais bon, je pense qu'il va prendre des victoires. J'ai aucun doute là-dessus. En tout cas, je l'espère. Voilà. On va enchaîner du coup avec ce quatrième match de cette journée 3, voilà. Ouais, c'est ça, 3. Regardez bien la journée 3. Je commence déjà à fatiguer. Alors, je suis un peu fatigué parce que j'ai enchaîné Extreme Rules, plus tous les shows que j'ai maté avant, plus le G1, plus voilà, m'occuper de ma vie habituelle. Je suis un peu crevé. Mais bon, on a la patate. C'est le G1 Climax quand même. Ensuite, on avait un match entre Kota Ibushi et Evil, le méchant Evil, hein, le membre de Los Ingobernables de Japón. Le match commence sur des chapeaux de roue, j'aime bien cette expression. Le match commence sur des chapeaux de roue avec des gros strikes dans la tronche. Et clairement, je suis un grand fan également de Kota Ibushi, j'adore ce mec, c'est un vrai fifou dans le ring. Et Evil, c'est pas un mec qui m'excite spécialement généralement. Mais là, pour le coup, ce match-là était vraiment très très bien, voilà. Et j'étais assez surpris qui partent sur le délire Slotfest, quoi. Ça se met dans la gueule, match de daron, voilà, clairement. Un peu comme ce qu'on a eu avec Ishii puis l'ami Jeff Cobb. Mais là, clairement, voilà, c'était vraiment très très cool. L'attaque d'entrée de jeu entre Ibushi et puis Evil, où ils se mettent des gros coups d'avant-bras dans les dents, où le public fait oh, wow, 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 wow. Et ça, j'aime bien, ça met vraiment dans l'ambiance. Ce match est une grosse bagarre, voilà, d'entrée de jeu. Moi, vous savez, j'aime la bagarre. Hein, voilà. Les deux catcheurs se mettent dans la tronche, c'est très très stiff. Après 15 minutes de match, il y a Evil qui attaque Red Shoes à un moment. Voilà, il est un peu vénère. Il lui met, je crois qu'il le pousse et du coup, t'as Evil, t'as Red Shoes qui est un peu KO. Après que Kota, après il y a Kota qui lui porte une grosse lariat assez violente. Il y a le premier near fall. Il y a un Kamagoy contré par Evil. Donc le Kamagoye, c'est le finish hein, de Kota Ibushi, hein, c'est le coup de genou voilà, qui met souvent. Là, il le compte cette fois-ci. Il y a deux boumaillés de Kota, encore near fall. Le boumaillé, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement le Kinshasa de Shinsuke Nakamura. C'est comme ça qu'il s'appelait au Japon. Il s'appelait le boumaillé, le Kinshasa. Donc voilà, donc deux near fall, un petit hommage à Nakamura, ça fait toujours plaisir. Derrière, il y a un Darnex Fall de Evil qui est un de ses prix signature hein, de la part de Evil. Near fall à nouveau, donc vous voyez, il y a plein de near fall dans tous les sens et ça c'est cool. Et à la fin, Everything is Evil. Donc voilà, c'est le finish tout simplement de l'ami Evil. Et ça fait plaisir. Clairement, c'était une victoire assez impressionnante. Je ne m'attendais pas à un aussi gros match. J'ai été très surpris par ce match parce que c'est très plaisant, ça bouge très bien et c'est cool quoi. C'est du catch qu'on aime voir franchement. Voilà, donc c'était vraiment encore une fois un très très bon match dans cette journée. Pareil, j'ai mis match à voir. Voilà, vous voyez, hein, dans les 5 matchs, il y a 4 matchs à voir à tout prix. Mais c'était vraiment un super match. Et donc Ibushi et Evil avaient 0 points avant ce match-là. Et donc Evil se retrouve à 2 points et Ibushi a toujours 0. Donc voilà, mais en tout cas c'était vraiment un très très bon match et j'ai hâte de voir la suite pour ces deux concurrents dans ce tournoi. Et on passe au main event de cette journée entre Hiroshi Tanahashi et le revenant et l'arrivée en même temps hein, de Kenta chez NJPW au Japon. Voilà, dans un match officiel parce qu'il a eu le match par équipe hein, le jour avant. Mais là, voilà, c'est ses grands débuts au Japon dans le G1 Climax. Il a envie de montrer aux fans japonais qui l'ont sûrement oublié peut-être, ou il y en a qui ne le connaissent pas non plus, qui Kenta il est. Moi, clairement, je vais être honnête. J'avais, comme je vous l'avais dit, si vous avez suivi ma review
de la première journée, j'avais été assez déçu des débuts de Kenta au G1 Climax contre Kota Ibushi. C'est pas que c'était un match nul, clairement pas, c'était quand même bien, mais voilà, je trouvais qu'il était pas trop, manquait un peu d'intensité dans ses moves et tout. Ça a été totalement l'inverse. Ce match-là, pour moi, c'est le meilleur match de ce G1 Climax pour le moment. C'est un match à avoir à tout prix entre Hiroshi Tanahashi et Kenta. On a retrouvé le Kenta bâtard, le Kenta violent, le Kenta qui te met des gros coups de gueule, qui a aucun respect pour son adversaire, qui veut juste marquer le public et dire que Kenta est là et qu'il est là pas pour jouer au Pogs, il est là pour gagner le D1 Climax. Et ça, c'est toute l'histoire de ce match-là. Voilà, Kenta qui fait tout pour gagner, même ne pas respecter Hiroshi Tanahashi. Du très très grand Kenta, Hiroshi Tanahashi qui a un selling de bâtard, encore une fois, qui vend super bien. Donc ça marche très très bien, clairement, entre Tanahashi et Kenta. Si vous aimez les matchs de Puro basique avec un gros striker contre un mec qui est beaucoup plus grappleur, tout ça, vous allez surkiffer. Ça se met des grosses tatanes dans la gueule. J'ai adoré ce combat, j'ai adoré. Pour moi, voilà, je vous le dis, c'est le meilleur match de ce tournoi. Et je vous le dis, la note que je lui ai mis, je lui ai mis 4 étoiles 3 quarts. Donc 4 étoiles 75. Hein. Donc presque 5. Pas tout à fait 5. Par un petit manque d'intensité de temps en temps. Mais pour moi, voilà, c'est vraiment le match que j'ai adoré. Clairement, Kenta, j'avais pas été spécialement convaincu lors de la première journée. Mais là, voilà, il m'a convaincu direct. Il m'a montré que oui. C'est pas Hideo Itami là qu'on a vu, hein. C'était le vrai Kenta, c'était très très bien, c'était vraiment un très très bon match. Si vous l'avez pas vu, il faut le voir. La fin du match, c'est Kenta qui enchaîne avec un penalty kick plus un GTS, un Go to Sleep, hein, le créateur de Go to Sleep, hein. C'est pas CM Punk. Kenta enfin, je sais même pas si c'est le créateur du Go to Sleep. En tout cas, c'est celui qui l'a popularisé, on va dire. Mais je crois que c'est le créateur. Bon, si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je pense que voilà, dès que je me gourre un peu, vous êtes assez sévère pour directement me le préciser. Donc surtout, je pense que vous allez pas hésiter. Du coup, comme je vous l'ai dit, donc penalty kick plus go to sleep, et cette fois-ci un go to sleep vraiment très très bien porté de la part de Kenta. Il a fait vraiment un gros sans faute, hein, dans ce match, Kenta. Et donc voilà, il gagne ce match-là. Kenta qui a 4 points dans ce groupe-là, et Tanahashi qui se retrouve toujours avec 0 points, les amis. Et ça, c'est quand même assez... Bon, voilà, hein, pour le moment, les favoris, entre guillemets, sont pas trop mis en avant. Et je me sers un petit coup parce qu'il fait hyper chaud. Et je suis en train de rôtir. Et comme il me reste encore la review de la journée 4, si je bois pas un coup, je vais mourir avant cette review. Du coup, voilà, très très bon combat, clairement. Voilà, quand je vous dis, le meilleur pour moi de ce G1 pour le moment. Et ce que j'ai aimé, c'est dans la promo que Kenta a fait derrière au public japonais. Il a dit, voilà, pour ceux qui m'avaient oublié, pour ceux qui pensaient que je reviendrai jamais au Japon, pour ceux qui pensaient que je reviendrai jamais à mon niveau, je vous l'ai prouvé, Kenta is back et je suis là pour gagner le G1 Climax. Et drop the mic et puis voilà. Trop bien, super. Je suis in love de Kenta, j'ai hâte de voir la suite, clairement. Voilà, c'était vraiment très bien. Et excusez-moi du terme, mais j'ai noté dans mes notes, il pose ses couilles pour sa promo. Voilà, j'ai noté ça. Donc voilà, j'ai vraiment adoré que ça soit le match ou la promo. Et Tanahashi, j'ai pas trop précisé, mais il fait un super match, hein, voilà. Il fait les moves qu'il faut au bon moment, il a un selling qui est impeccable, il a une popularité qui est vraiment dingue, le public est à fond derrière lui. Voilà, c'est génial, du beau grand catch comme on aime, les amis. Et on va passer du coup, et ah, j'avais oublié la photo, tiens. Ah bah elle est là, voilà. Je m'étais gouré en fait. Je m'étais gouré dans ma gestion d'image, voilà, la photo de Tanahashi contre Kenta. Et vous l'avez deviné, du coup on va passer à la journée 4, les amis. La journée 4 avec vous, avec comme main event Tetsuya Naito et Taichi. Il y avait Tomohiro ici, Jay White entre autres en affiche et d'autres matchs. On va y aller tout de suite. C'est parti, tac, avec le premier match entre Shingo Takagi et Toru Yano. Tac, et je vais boire un petit coup, je m'en excuse, sinon je vais mourir, voilà. Ah, merci. J'imagine que vous avez dit à la tienne, donc voilà, c'est pour ça que je vous dis merci.
Toru Yano du coup qui avait 2 points, hein, il avait eu la victoire surprise contre Naito, et Shingo Takagi qui avait donc 0 points, qui avait perdu son premier combat contre Juice Robinson, hein, une victoire assez surprise de la part de Juice Robinson. Tout comme lors de la première journée, Yano veut commencer rapidement le combat, voilà, il gueule un peu sur Shingo, aïe, vas-y, dépêche-toi machin. Mais là cette fois-ci Yano il a gardé son t-shirt, voilà, il s'est dit je me suis fait avoir un peu hier, il y a 2 jours avec Naito, cette fois-ci je vais garder mon t-shirt, je vais pas me faire avoir. Et là Shingo lui dit mais non, là tu fais du catch mec, quand on catch on enlève son t-shirt, voilà. Shingo Takagi d'accord avec moi, le catch en t-shirt c'est pas bon pour la santé, ne faites pas ça chez vous, il ne faut pas catcher torse-poil les amis, c'est important. Donc voilà, donc Shingo Takagi est d'accord avec moi, hein, et si t'as du respect tu catches torse-poil, tu catches pas en t-shirt mec. Et donc du coup il y a Yano qui va pour enlever son t-shirt, et euh, Shingo Takagi en profite pour lui mettre sur la tête le t-shirt, et du coup Yano il est là, oh, il est un peu perdu, voilà. Ça part dans du gros comédie wrestling, pardon. Moi personnellement j'adore Toru Yano, je le trouve excellent. Je fais pas partie des mecs qui le trouvent un peu chiant ou qui l'en fait trop et tout. Non, moi je trouve que c'est juste hyper bien dosé. C'est fait pour le public japonais, je le répète, on n'est pas japonais. C'est un humour particulier, l'humour japonais, voilà, clairement. Et moi, je l'ai peut-être. Enfin, j'ai un humour très facile aussi. Je rigole un peu pour rien. Et pour le coup, voilà, moi, ça me fait rire. Je trouve que c'est du très très bon comedy wrestling. Je vous passe un peu tous les spots, mais voilà, c'est quand même très très cool. Moi, ça m'a fait rire. C'est du comedy wrestling, hein, ça mange pas de pain. Voilà. Les 2 hommes se mettent donc des coups. Alors j'ai passé un peu. Donc il y a Shingo au moment qui va chercher du coup Toru Yano, parce que Toru Yano il est parti à l'extérieur du ring. Il lui dit oh, bon bah si c'est comme ça, moi je vais à l'extérieur, voilà. Donc il s'assoit sur une chaise Toru Yano, et là Shingo va chercher Toru Yano, et Toru Yano en fait il lui a tendu un piège, il le frappe, il le balance dans les barrières, il ferme les barrières, il met une table genre tu passeras pas et tout, et puis au final bah, Shingo revient à 19 piles, les 2 hommes se mettent des coups chacun de leur tour, ça se met un peu dans la gueule, voilà, un Toru Yano on sait qu'il peut avoir du répondant s'il veut. S'il veut arrêter de faire un peu le comique, il peut avoir du gros répondant. Il y a un ref bump, il y a Yano qui lance une chaise à Shingo, et il dit à l'arbitre ouais il m'a frappé et tout. Il lui fait une Eddie Guerrero, hein, voilà. Donc ça c'est encore une fois du gros comedy wrestling, ça marche très très bien. Les Japonais sont hilars, et moi aussi d'ailleurs. Il y a Bushi qui intervient, et donc du coup bah, Shingo en profite pour frapper Toru Yano, et il lui fait sa lariat. J'ai plus le nom de la lariat, à chaque fois il y a Kevin Kelly qui arrête pas de lui dire, mais j'ai jamais tellement compris ce qu'il raconte à ce moment là. Enfin je crois que c'est le Axel Boomer ou quelque chose comme ça, enfin je sais plus. En gros c'est une lariat, hein, tout simplement, voilà. Faut pas se faire chier des fois avec les noms de prise, hein. C'est une lariat, c'est une lariat, hein. Du coup voilà, victoire de Shingo Takagi. Un match honnête, rien d'exceptionnel, c'est pas un match à voir non plus, mais c'est quand même assez sympa. Voilà, ça restait un match plutôt drôle et plutôt fun pour lancer cette journée. On enchaîne avec Juice Robinson contre Hiroki Goto. Juice Robinson et Hiroki Goto, pardon, qui ont gagné leur premier match. Voilà, donc les 2 catcheurs avaient 2 points. Deux catcheurs qui reviennent un peu, hein, parce que Juice Robinson qui avait perdu son titre US, qui a envie de se racheter, il avait fait un G1 l'année dernière assez catastrophique, il avait mis jusqu'à je crois l'avant-dernière journée pour gagner une victoire, il avait vraiment galéré. Je crois que sa première victoire c'était contre Toru Yano d'ailleurs. Voilà, il avait fait un G1 assez compliqué en tant que champion US. Là voilà, il commence plutôt bien son G1 Climax avec cette première victoire. Et Hiroki Goto qui après s'être blessé contre Jay White est revenu dans le catch après un certain temps d'absence. Voilà, comme je vous l'ai dit, s'est entraîné au LA Dojo pour revenir, et là il avait gagné contre Jay White lors de cette première journée. Les 2 hommes testent leur force et leur vitesse en début de match. Voilà, c'est un match qui est très 50-50 du début à la fin, et ça fait plaisir, ça se met vraiment dans la gueule. J'ai trouvé que Juice était vraiment serious business. Il est plus là le Juice, le mec qui déconnait, il fait un peu des waouh, Juice, voilà, il fait ce genre de truc. Mais un peu moins, des fois il fait quand même des Kamal bébé un peu à la Jericho, voilà, ça m'a fait un peu rire. Mais voilà, il en fait pas trop, je trouve. Pour le coup, il est assez sérieux.
Et il prend son temps pour faire une bonne hit sur Goto. Voilà, il prend son temps, il le domine. Ça se passe très bien. Après la domination de Juice en début de combat, donc le match s'équilibre vraiment à partir de 5-6 minutes de combat. Et là, il y a vraiment personne qui arrive à dominer plus de 1 minute le combat. Ça s'échange tout le temps des coups à l'un, à l'autre, à l'un, à l'autre. Et c'est vraiment très très plaisant. En fin de match, il y a Juice qui se fait contrer son coup de poing avec la tête de Goto. Donc il va mettre, vous le savez sûrement si vous suivez la NJPW, Juice Robinson, un de ses moves signatures, c'est un coup de poing comme ça, à la volée un peu. Et là, Goto met un coup de tête pour contrer le coup de poing. J'ai trouvé ça ultra fun et ultra frais. Et là, t'as Goto qui met un coup de poing. Et là, Juice fait exactement le même move. Il contre aussi le poing avec sa tête. Et derrière, il enchaîne avec un vrai coup de boule. Voilà, un gros coup de boule. Et puis, il enchaîne avec son Pulp Friction pour la victoire. Une victoire ultra solide, j'ai noté. Franchement, c'était un bon match. Peut-être l'un de mes préférés dans cette journée. C'était pas une journée qui était incroyablement folle non plus. Donc voilà, c'est pas un match à voir, je dirais pas ça, mais c'est un match qui était quand même assez sympa. Je pense que voilà, c'était un match très appréciable. Il n'y avait pas grand chose d'incroyable non plus, mais il n'y avait rien de mauvais, clairement, clairement. Donc voilà, c'était vraiment un très bon match. Et Juice, voilà, qui enchaîne un très très bon début de G1, tout l'inverse de l'année dernière, en espérant qu'il fasse pas l'inverse de l'année dernière, à savoir tout perdre sur la fin. Je pense que ça va être ça, malheureusement. Mais bon, son objectif, c'est de faire au moins 6 points. Parce qu'il avait fait 6 points la première année. La deuxième année, la première année, je crois qu'il avait fait que 4 points. Donc là, voilà, il a envie de faire mieux que les autres années. Donc, son objectif, c'est faire voilà, plus de 3 victoires dans le G1 Climax. Je pense qu'il arrivera à le faire. Je le vois bien qu'il arrive à 10 points juste à la fin ou quelque chose comme ça. Voilà, ça sera son objectif à lui dans ce G1 Climax. Donc du coup, victoire de Juice qui a 4 points et Goto qui a 2 points. Donc voilà. On enchaîne dans cette journée 4 avec Jeff Cobb qui a 0 points et contre Jon Moxley qui a 2 points. Il y a Moxley qui rentre encore avec Shota Umino. J'adore cette alliance des deux là. Ça me fait extrêmement rire. Franchement, j'aime beaucoup. Donc voilà, ça c'est vraiment excellent. Donc c'est un match qui est moyen. Voilà, c'est un match qui est moyen. C'est pas un match qui est vraiment bon. Il n'est pas nul non plus. Voilà, c'est un peu faiblard, ça manque un peu de rythme, je trouve. Je sens Cobb assez fatigué. Moxley décide de bosser un peu le bras de Cobb pour que Cobb ait un peu de mal à porter ses prises. Tout ça, ça marche bien, mais le public est pas trop dedans. Ils ont du mal un peu à emporter le public. Voilà, c'était un match assez moyen. Je vais passer hyper vite. J'ai pas trop envie de m'attarder parce que voilà, j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue. Bon, c'était pas un match incroyable. Victoire de Jon Moxley. Bon, pas convaincante voilà, pas une victoire super convaincante, clairement. Hein. Bon, voilà, c'était pas nul. J'ai regardé ce match-là, je fais ouais, c'est sympa, mais bon, c'est pas, voilà, ça va pas casser 3 pattes à un canard, hein, clairement. Excusez-moi, mais vous le savez, pendant les reviews, c'est full impro, full, voilà, on partage un moment. Vous et moi, toi et moi, toi et moi plus toi, ouais, voilà. En fait, donc du coup voilà, victoire de Moxley qui enchaîne avec une deuxième victoire dans ce G1 Climax. Il fait partie clairement des favoris, du coup il est bien parti pour en tout cas dans ce groupe là. Cobb qui a 0 points, mais j'ai aucun doute Cobb il arrivera à prendre des victoires sur des mecs un peu moins forts comme par exemple quelqu'un comme Toru Yano, tout ça. Je pense qu'il n'y aura pas de problème pour que Cobb prenne des victoires. Je vous ai dit, hein, il a pris le spot de l'ami, enfin non, c'est pas vraiment mon ami Michael Elgin, hein, qui était le Gaijin Fort. Bah voilà, Jeff Cobb, c'est exactement ça également. C'est le Gaijin Fort, il en faut, et je trouve qu'il fait quand même plutôt bien son taf. Même si je trouve qu'il manque quand même beaucoup de rythme, l'ami Jeff Cobb. Hein. Il est pas spécialement intéressant à regarder, je trouve, pour le moment. J'ai pas été encore extrêmement convaincu par Cobb. Il a fait un super match contre Ishii, mais c'est Ishii en face. Là, voilà, contre Moxley, c'était pas nul. Mais bon, voilà. Ça, on l'aura oublié. Je vous le conseille pas, clairement. Si vous n'avez pas trop le temps, le regardez pas. Un petit point vite fait. Il y a donc du coup Jon Moxley finit le match avec un DDT avec les cordes et Kevin Kelly dit que c'est un Death Rider accompagné des cordes. Voilà. Bon, en fait, c'est juste un DDT, Rob DDT. Comme ce que fait par exemple Randy Orton, hein, voilà, le DDT avec le mec qui a les pieds dans les cordes.
Il gagne comme ça parce que carrément le Death Rider, le Dirty Deeds comme il le porte chez NJPW, il pouvait pas le porter à Jeff Cobb, clairement. Donc c'est pour ça qu'il le porte comme ça. Et du coup c'est comme ça qu'il gagne. Donc voilà, match pas du tout mémorable. On va passer à la suite avec ce match. C'était Tomohiro Ishii contre Jay White. Donc voilà. Ishii qui avait 2 victoires et Jay White qui a actuellement, avant ce match, 0 victoire, qui a donc 0 points tout simplement, hein, au bout de une journée. Donc comme d'habitude, White d'entrée de jeu fuit le combat, voilà, c'est assez logique, c'est dans son personnage. Ishii a la bonne idée d'attaquer Gedo pour que White intervienne, pour que enfin que le combat puisse commencer, voilà, donc ça c'est vraiment très intelligent de la part de Ishii, et j'ai trouvé ça très très cool. Clairement, le match s'échange entre domination de Ishii, Gedo qui intervient pour que Jay White reprenne l'avantage. Ishii reprend l'avantage avec des gros moves, c'est ça, la force de Ishii qui est mise en avant, ainsi que sa vitesse d'exécution, je trouve. Et clairement, Jay White, là où il gagne sur ce match-là, c'est sur l'intelligence dans son in-ring et sur le fait que Gedo également intervient beaucoup. Mais du coup, voilà, c'est un match qui est un peu long peut-être, mais quand même qui est enfin, pas quand je dis long, c'est pas long dans le temps, c'est qu'un rythme assez lent, surtout au début de match, hein, le temps que ça s'installe un peu. C'est souvent le cas avec Jay White, hein, Jay White qui a vraiment l'école de catch à la japonaise. On prend son temps au début, et puis à la fin, c'est le feu d'artifice. Et là, voilà, clairement, c'est le cas. Donc, dès que Jay White a l'avantage, c'est souvent, comme je vous l'ai dit, grâce à une crasse ou soit une intervention de Gedo. C'est habituel pour Jay White. Il y a quand même des très bons moves, hein, comme par exemple un Blade Runner contré en German. Voilà, donc ça c'est très très cool. On a vu une incroyable superplex de la part de Tomohiro Ishii. Il a une façon de les porter qui est vraiment ouf. Il soulève le mec, il se jette en arrière, il saute avec le gars. Et c'est vraiment ces superplex sont vraiment magnifiques à Tomohiro Ishii. Il y a Jay White également qui fait un très beau Kiwi Crusher. J'aime beaucoup cette prise, c'est pour ça que je voulais le préciser. Donc voilà. Et pour finir le match, c'est après plein de comptes dans tous les sens, c'est l'ami Ishii qui fait son Brainbuster. Et donc victoire de Ishii. C'est super fin, voilà, super fin avec plein de near fall dans tous les sens. Une victoire hyper costaud de la part de Ishii. Pour moi, j'ai noté ce match à voir. Voilà, clairement, c'est un match que j'ai vraiment bien aimé. J'ai passé du très très bon temps devant ce match. Je vous le dis tout de suite, c'est le match à voir dans cette journée. Le main event est bien, mais c'est pas à voir. Voilà, c'est pas à voir. C'est pas un match qu'on va s'en souvenir. Peut-être que ce match-là, je pense pas qu'il ferait partie, par exemple, de mon top 10 de mes matchs préférés, mais c'est un match qui peut changer pas mal de trucs dans ce tournoi. Parce que voilà, hein, Jay White a quand même 2 défaites d'affilée. Attention, c'est quand même, voilà, pour un mec favori, commencer avec 2 défaites d'affilée, il va falloir remonter tout ça. Mais bon, vu que c'est bien fait, je vais revenir là-dessus, mais Naito a également perdu. Et donc du coup les 2 favoris de ce groupe-là se retrouvent avec 0 points. Donc voilà, c'est quand même bien écrit. Voilà, un booking cohérent, c'est cool aussi. Donc voilà, donc victoire de Ishii avec 4 points. Et donc White qui a 0 points. On enchaîne du coup avec le main event. Assez surprenant pour le coup ce main event. Voilà, j'étais un peu surpris de voir que c'était en main event. Mais bon, j'ai envie de dire pourquoi pas. Entre Tetsuya Naito et Taichi. Alors clairement, ce match-là manque énormément de rythme en début de match. Au moins pendant 10-12 minutes de combat, c'est lent. C'est quand même excessivement lent. Alors oui, c'est dans leur personnage. Naito, c'est tranquillo. Et Taichi, c'est un peu le Yakuza. Et le mec, il est là, ouais, non, c'est pas toi qui décide quand on combat, c'est moi qui va décider quand je vais te combattre. Et voilà, les deux prennent leur temps en fait. Donc du coup, au début j'étais là, putain, il fait chaud, j'étais en train de vapoter et tout. Putain, les mecs, un peu de motivation, mais c'est lent, mais c'est bien quoi. C'est lent, mais c'est bien fait quoi. C'est vraiment bien fait, je trouve. C'est vraiment du bon catch, un peu à la old school. Voilà, ces 2 heals, donc les 2 trichent un peu. Le public préfère quand même Naito à Taichi, mais voilà, c'est 2 heals, 2 mecs qui veulent gagner à n'importe quel moyen, ils s'en foutent. Et voilà, mais le truc c'est que comme les 2 prennent leur temps, c'est vraiment les 10 premières minutes, c'est assez un peu compliqué à regarder. Je pense que tout le monde va pas apprécier ce combat.
clairement, je pense pas que tout le monde va apprécier ce combat. Mais par contre, voilà, ce que j'ai aimé, c'est que après 10 minutes de combat, il y a Taichi qui enlève son froc. Et si vous suivez les reviews, mes reviews sur la NJPW, vous le savez que dès que Taichi enlève son froc et qu'il passe en slip, Taichi c'est le feu, je trouve. Enfin, le feu. Encore une fois, c'est pas non plus le meilleur catcheur au monde dès qu'il passe en slip. Mais ça reste un catcheur vraiment très, très cool à suivre. Et à partir de là, je trouve le match hyper intéressant. Il y a plein de moves, ça s'enchaîne bien. Il y a des bons moves, ça se met bien dans la gueule. Il y a de l'overbooking, mais je trouve qu'il est bien cadré, bien fait, vraiment très très bien fait. Pour la première fois depuis la retraite de Takashi Liuzuka, l'ancien membre du Suzuki Gun qui avait le gant de fer, alors pour ceux qui n'ont pas suivi, tout simplement quand Liuzuka a arrêté sa carrière, en partant, il a laissé sa sacoche bleue où il y avait le gant de fer. C'était un peu le move qu'il faisait en fin de match où il sortait son gant pour tricher, pour gagner. Enfin, voilà. Bon, bref, c'était pas terrible non plus. Et donc, quand il a pris sa retraite, il a laissé le gant sur le ring. Et en fait, il y a un mec qui est resté pour récupérer son gant. C'est qui ? C'est Taichi. Et depuis là, il l'avait vraiment jamais utilisé. Et je crois qu'il avait dit qu'il utiliserait ce gant quand il aurait vraiment besoin, quand ça serait hyper important. Et là, il a sûrement estimé que contre Naito, c'était hyper important. Et donc, il a voulu l'utiliser. Il a sorti le gant pour la première fois de sa sacoche. Et donc, il le montre. Et il va pour essayer de l'attaquer, mais Naito contre une première fois. Après, il y a Naito qui fonce dans Red Shoes. Il fait volontairement, il pousse Red Shoes. Et il enchaîne avec un low blow. Et derrière, il y a Destino. J'ai noté, alors je viens de voir que je me suis gouré dans mes notes. J'ai noté que Taichi a utilisé qu'une fois, mais non, il a essayé plusieurs fois d'utiliser son gant. Et au bout de la troisième fois, il réussit à utiliser son gant. Il touche. Il touche Naito, voilà, excusez-moi, je suis un peu fatigué. Il touche Naito avec le gant, mais je sais plus qu'est-ce qui se passe. Je crois qu'il y a Bushi qui intervient ou quelque chose comme ça. Je sais plus exactement qu'est-ce qui se passe. Je sais que Kanemaru essaye d'intervenir un moment, il essaye de cracher des whisky, mais Naito lui met la main devant la bouche, il lui met un coup et du coup Kanemaru crache le whisky comme ça en l'air. Et j'ai trouvé ça plutôt cool. Et donc voilà, à la fin, donc Naito, comme je vous l'ai dit, fonce dans Red Shoes et puis enchaîne avec un low blow, puis Destino et non Nearfall. Voilà, c'est ça en fait, je me suis gouré dans mes notes, les amis. Excusez-moi, je m'en excuse. Et donc, je me répète, Naito fonce dans Red Shoes. Low blow, Destino, Nearfall. Voilà, moi je pensais que c'était la fin, mais non, c'était bien Nearfall. Fin de match très très cool, franchement, voilà, avec beaucoup d'overbooking, comme je vous l'ai dit, de gros ref bump, bien entendu, ça, il y a encore du ref bump. Moi personnellement, j'adore ça, les ref bump, l'overbooking, ça me dérange vraiment pas. Je trouve que ça amène un autre style d'intensité. Taichi finit par réussir à porter un coup avec le gant de fer, voilà, c'est ce que je vous disais, puis enchaîne avec un last ride pour la victoire. Eh ouais, victoire de Taichi, les amis. Putain, j'étais surpris. J'ai un peu. Je fais wouh. Ah ouais, quand même. Ah, Naito qui perd 2 fois aussi. Mais logique. Jay White est perdu 2 fois. Naito va perdre. Moi, je pense qu'ils vont arrêter de perdre maintenant. Ils préfèrent les faire perdre. Je crois que le dernier match, en plus, je crois que c'est Jay White contre Naito. Bon, voilà. Faut pas s'inquiéter. Je pense qu'ils vont jouer là-dessus. En tout cas, voilà, c'était. Moi, j'ai trouvé. Alors, pour moi, c'est un match à voir. Pour moi, parce que j'aime tout ce qui est un peu overbooking, un peu tout ça, mais je suis pas persuadé que c'est un match qui va plaire à tout le monde, clairement. Mais bon, voilà, ça reste quand même un match plutôt cool à voir. Et voilà, c'est pas un match incroyable, ça va pas faire partie de mes top 5 des matchs à voir dans ce G1, mais je trouve que c'était vraiment un match qui avait sa place dans le main event. C'est un match qui va vraiment pas plaire à tout le monde, mais bon, voilà. Moi, j'ai trouvé ça plutôt cool. Si on enlève les 10 premières minutes qui sont un peu chiantes, un peu lentes, je trouve que le match passe vraiment très très bien. Victoire du coup de Taichi qui a 2 points et Naito qui a 0 points. On va voir directement le classement. Vous voyez, après 4 journées, les amis, et dans le bloc A, c'est Lance Archer, Kenta et Okada qui ont 4 points, qui sont premiers. Il y a également Battle Fale, Evil, Ospreay et Sanada avec 2 points. Et les derniers, quand même, de ce groupe-là, c'est Kota Ibushi, Zack Sabre Jr. et Tanahashi qui ont 0 points, donc 2 défaites. C'est quand même assez surprenant. Dans le bloc B, on le voit, c'est John Moxley avec 4 points, Tomohiro Ishii avec 4 points, Juice Robinson avec 4 points, Taichi, Yano, Goto, Takagi qui ont 2 points, Jeff Cobb, Naito et Jay White, les derniers quand même, avec 0 points. Donc voilà, ils partent un peu sur le même délire dans chaque bloc pour le moment. Dans le délire que les favoris ont un peu de mal à se lancer dans ce G1 et que c'est clairement le G1 Climax des opportunités.
voilà, que tout le monde peut gagner dans ce G1 Climax. Et je trouve ça très cool qu'il le fasse comme ça peut mettre un peu beaucoup de suspense dans ce G1 Climax qui a clairement pas besoin de ça pour avoir du suspense, mais voilà, on va pas le regretter, clairement, on va vraiment pas le regretter. C'était vraiment deux journées. Alors la journée 3 qui était vraiment très très bien, incroyable même j'ai envie de vous dire, et la journée 4 qui était bien, mais pas foufou non plus. Mais bon, ça reste quand même pas trop mal. Voilà. On commence très très bien ce G1 Climax. J'ai essayé d'aller au plus vite. Je m'en excuse si je me suis un peu trompé dans mes notes. Encore une fois, j'espère que quand même vous avez apprécié cette review. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez peut-être que je peux améliorer des choses. Voilà, je prends tous les réflexions. Il n'y a pas de problème là-dessus. N'hésitez pas à partager, à dire que je fais des reviews de toutes les journées du G1 Climax. Je vois plein de gens qui me disent ah c'est cool ce que tu fais. Mais les amis, partagez alors. Si vous aimez ce que je fais, partagez, laissez un petit like, c'est important, je vous le rappelle, je vous le rappellerai jamais. Voilà, autant. Voilà, enfin bref, vous m'avez compris, je suis fatigué. Donc voilà, n'hésitez pas si vous m'appréciez, si vous appréciez la chaîne des rebuts du catch, partagez, likez, commentez, c'est très important, je compte sur vous. Les amis, merci à vous tous, c'était donc Cody McLeod pour la chaîne des rebuts du catch, pour le journal du G1 Climax, la review du journée 3 et 4, on se retrouve donc le 18. Le 18 c'est un quel jour? C'est un jeudi je crois. Donc voilà, le 18, peut-être que je ferai la review du 18 directement, ou peut-être que je ferai en 2 jours encore une fois, donc peut-être le vendredi 19, je pense que je ferai plus ça pour la journée 5 et 6. Voilà, merci à vous tous, c'était Cody McLeod, je vous fais des bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu, et comme on dit chez nous, banzai, et surtout n'oubliez pas, soyez curieux. Des bisous, ciao.